Depuis près de 40 ans, nous sommes entrés dans une ère qualifiée de grande modération de l'inflation. Même une forte hausse du pétrole ou des matières premières ne semble plus se transmettre au prix à la consommation, au salaire, au prix à la production. On parle de cette grande modération avec notre invité, Denis Ferrand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Rexecode. Rexecode qui vient de présenter à ses adhérents ses prévisions 2019-2023, perspectives de l'économie mondiale. Est-ce que pour vous, cette grande modération est devenue structurelle, c'est-à-dire que c'est définitif, la question de l'inflation basse? C'est en tout cas quelque chose qu'actent tous les économistes. Quelles que soient les prévisions que vous prenez, vous vous rendez compte que personne ne croit à un retour de l'inflation, même sur la cible qui est visée par la Banque Centrale Européenne. Cette cible de 2% qui se présente désormais quasiment comme un Graal totalement inatteignable pour la BCE. Et pour autant, quand on va regarder ce qui a permis cette désinflation que l'on a connue pendant ces 40 dernières années, cette phase de grande modération, on se rend compte que tous les éléments de nature macroéconomique qui sont sous-jacents à cette grande modération sont en train de se déliter par beaucoup d'aspects. Si on refait un peu l'histoire, cette grande modération, elle a commencé en 1979 avec l'arrivée de Paul Volcker à la tête de la Réserve fédérale américaine. Et ça a été tout de suite une politique monétaire de lutte contre l'inflation, au travers d'un outil fondamental, les taux réels portés à 5% pour le taux directeur de la Fed. On n'est pas du tout dans ces eaux-là actuellement de taux directeur à 5%. On est même actuellement en taux réel à 0% aux États-Unis. Donc ça, c'est le premier mécanisme qui avait permis la lutte contre l'inflation. Et puis vous avez tout un ensemble de mécaniques macroéconomiques qui se sont mis en place. Ça a été le fait que les économies se sont progressivement ouvertes à l'international. La mondialisation a été un puissant facteur de désinflation. Ça a été également des gains de productivité qui étaient assez soutenus dans les économies, des rythmes de 1,5 à 2% tendanciellement aux États-Unis jusqu'au milieu des années 2000. Ça a été aussi le recours à la financiarisation. La financiarisation comme un levier, je distribue d'une certaine manière du pouvoir d'achat aux ménages au travers d'un recours à de l'endettement qu'ils vont pouvoir rembourser de manière assez échelonnée. Cela permet de garantir une forme de pouvoir d'achat et tout en limitant le facteur premier d'inflation qui est l'augmentation des salaires. Et puis, ça a été aussi les mécanismes comme la désindexation des salaires sur les prix et puis, plus fondamentalement, la tendance très longue où il y a eu une baisse du pouvoir de négociation des salariés et une baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée. Mais sur tous ces critères, c'est quelque chose qui est interrompu. Le commerce international ne s'approfondit plus, les gains de productivité ont fortement ralenti, l'endettement des ménages est plus bas aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 10 ans, et depuis 2013, on voit que la part des salaires dans la valeur ajoutée aux États-Unis est en train de remonter. Donc, tous les anciens habits qui ont permis la grande modération se sont désormais inversés d'un point de vue macroéconomique. Alors d'un point de vue macroéconomique, et aux États-Unis, on est au bout d'une course. Mais est-ce qu'il y a pour autant des signes on ne va pas dans le sens inverse, c'est-à-dire par exemple un pouvoir de négociation des salariés, une hausse de la syndicalisation sur les salaires tels qu'on l'a connu peut-être dans les années 70 ou 60 ? Alors, cela ne passera peut-être pas forcément par la syndicalisation, mais là, il faut peut-être revenir sur le moment dans lequel on se situe aux États-Unis. On est dans un moment où vous avez plus de création d'emplois chaque mois aux États-Unis, ou plus d'ouverture de postes chaque mois aux États-Unis qu'il n'y a de chômeurs. Donc on est dans une situation où le marché du travail est extrêmement tendu. Cette situation, on ne l'avait pas vue depuis 1969. Vous avez le taux de chômage qui est au plus bas, vous avez la proportion d'entreprises qui se déclarent confrontées à des difficultés de recrutement qui est au plus haut. Et l'économie américaine, c'est une économie de textbook, c'est une économie de manuel. Quand vous avez un taux de chômage, quand vous avez très bas un marché du travail qui est tendu, vous avez une réaccélération des salaires qui s'effectue. La difficulté, c'est que jusqu'à présent, cette accélération salariale ne s'est pas transmise jusque dans les évolutions de prix. Et c'est en cela qu'il faut peut-être aller chercher d'autres éléments d'explication. Ce n'est peut-être plus dans la macroéconomie que se nichent les explications à la maîtrise de l'inflation, mais peut-être plus dans des comportements microéconomiques, peut-être dans l'influence du numérique notamment. Donc il faut voir les phénomènes de l'époque, ce ne sera plus la syndicalisation, ce ne sera plus des conflits sociaux, ça va être le numérique qui va être le vecteur aussi du retour de l'inflation quand ce sera fini cette désinflation. C'est très ambigu parce que le numérique est a priori un facteur de désinflation. Un facteur de désinflation puisque c'est un élément qui permet une mise en concurrence accrue des acteurs et d'une certaine manière le numérique fonctionne un peu comme un monopsone. Un monopsone dans le sens où le numérique fonctionne sur le régime un peu du winner takes all, où le vainqueur rafle tout et donc peut mettre une pression. Vous avez un seul réseau qui s'impose, qui peut mettre une pression importante pour ceux qui veulent être
visibles sur le réseau. Donc ça vous fait vraiment une situation de monopsone. Mais ces monopsones sont aussi des monopoles. Et ce faisant, en fait, vous avez un rôle qui est très ambigu du numérique dans le comportement de l'inflation. Et puis, peut-être qu'au-delà du numérique, il faut aussi peut-être regarder des éléments qui petit à petit vont entrer dans la structure de coûts. C'est la sécurité, la demande de sécurité, de cybersécurité qui va être de plus en plus importante. Je pense qu'on est aussi sorti de la période où les dividendes de la paix, en termes de réduction des dépenses pour des dépenses militaires, eh bien cette période-là est plutôt révolue. On est plutôt sur un moment où les dépenses militaires vont augmenter. Et ça, c'est un élément de coût dans l'ensemble de l'économie qui va se propager. Le vieillissement a des rôles ambigus, ce sont des analyses un peu ambiguës sur l'inflation, mais il y a un phénomène qui jouera aussi fortement, c'est à la fois la transition énergétique et probablement le changement climatique, parce que cela génère des coûts. La transition énergétique, c'est un coût qui se verra progressivement dans les coûts de production. Il faudra bien un moment ou un autre le payer, le répercuter. Et le changement climatique, si les dommages ne font que monter, ce seront aussi des coûts des assurances qui seront en augmentation. Donc si vous voulez, voilà, la macroéconomie fonctionne moins sur l'inflation. Vous avez des éléments de changement structurel fondamentaux qui vont s'exercer. Quand est-ce qu'ils se translateront sur les prix ? Même dans nos prévisions que l'on a présentées récemment à nos adhérents, nous restons prudents. Nous sommes dans le piège du consensus et nous continuons à croire qu'il n'y aura pas d'inflation en accélération d'ici 2022. Mais c'est à mon avis un des risques principaux que l'on peut imaginer. Merci beaucoup Denis Ferrand pour cette analyse sur l'inflation qui va à contre-courant de beaucoup d'autres. Merci.